Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans Le Monde ce jour. Vous êtes sur la Dan Broadcasting System et justement, actualité dans le monde, en Espagne, l'on célèbre ou l'on a célébré 3 journées de deuil national et justement, le ministre de l'Intérieur, c'est une femme, Constancia Urbano de Sousa, a jeté l'éponge avant même la célébration, la commémoration de ces 3 jours de deuil national. Suite aux incendies meurtriers, Ezeka, c'est demain, c'est un an jour pour jour, ce sera le 21 octobre, c'était le 21 octobre 2016. Demain donc, c'est un an jour pour jour, c'était la tragédie, la catastrophe, mais tous les ministres qui étaient concernés dans cette affaire sont toujours en poste. En Espagne, Catalogne, la Catalogne risque... En principe, ce n'est plus un risque, ce sera une décision qui va être prise demain au cours du Conseil des ministres convoqué par le chef du gouvernement espagnol qui a d'ailleurs été soutenu par ses collègues ou ses compatriotes de l'Union européenne, à savoir Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron. Et du coup, donc, la Catalogne s'attend demain à se voir abattre sur elle l'article 155 qui déclenche la suspension de l'autonomie de cette région. Et justement au Cameroun, demain 21 octobre 2017, décision et contre-décision, le sous-préfet de Douala premier a décidé d'interdire donc la marche du Social Democratic Front dans la région du littoral qui devait se dérouler à Douala demain. Décision et contre-décision, pourquoi en est-on arrivé là? On va aussi élaborer cela au cours de cette édition. Et naturellement, puisque nous y restons, la sécurisation du patrimoine de l'État du Cameroun, l'on se pose la question aujourd'hui de savoir l'argent qui a été pris dans le cadre de ce patrimoine, à qui profite le crime. Georges Gilbert Baonla, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la DBS, bonsoir aux téléspectateurs du côté d'Allemagne. Je suis tout oui et j'estime que les encouragements vont suivre aussi l'assistance. Quand je parle de l'assistance, au Cameroun, c'est une bataille aujourd'hui contre la prédation, contre l'imposture contre la République. Donc je pense qu'il va falloir que nous mettons un terme à cela et que nous tournons la page de l'histoire parce que le 21e siècle aujourd'hui, ça se détermine en 2018 pour les prochaines élections. Voilà. Du moins pour le Cameroun. Je rappelle, vous êtes le président du Parti républicain. Je rappelle aussi que vous êtes responsable d'un cabinet conseil qui travaille et qui est impliqué dans le dossier de la numérisation du patrimoine de l'État. Je rappelle aussi que vous avez beaucoup de casquettes. Vous avez été directeur de publication du journal du groupe Le Démenti, c'est ça? Je n'abuse pas. Ouais. Vous avez aussi d'autres casquettes. Vous êtes tennisman, c'est ça? C'est à vos heures perdues? Non, c'est pas à mes heures perdues, ça c'est le sport. Je suis PCA de Logisynergie, je suis PCA d'Europex, je suis PCA de beaucoup de choses. Vous êtes PCA de plusieurs entreprises? De plusieurs entreprises parce que Des entreprises pas publiques du coup? Non, privées, parce que j'essaye de créer une nouvelle énergie pour essayer de booster les entreprises et ce qu'on appelle les effets locaux pour que les entreprises privées prennent pignon sur lui, parce qu'elles ont des difficultés quand même parfois de s'insérer parce qu'il y a un certain nombre d'imposteurs qui, à travers leur BIC, veulent interdire à un certain nombre de postulants, que ce soit étrangers, que ce soit ceux des Camerounais, de faire, disons, de promouvoir leur entreprise. Et cette bataille dure depuis plus d'une vingtaine d'années. Et je suis content aujourd'hui que je peux compter un certain nombre d'entreprises. Donc j'ai été le moduleur au départ, même si elles ont des envols aujourd'hui sans moi. Je ne peux que remercier le bon Dieu de m'avoir donné cette énergie. Et j'accompagne l'État dans ce qu'on appelle l'expertise du quotidien, de son fonctionnement. Je veille au grain auprès du chef de l'État pour qu'il n'y ait pas de dérapage à un certain nombre, disons que vis-à-vis d'un certain nombre de fonctionnaires ou bien de ses collaborateurs qui sont dans les institutions étatiques. J'échange d'une manière pacifique et positive
avec ces institutions, ainsi que ceux qui ont la lourde charge de les gérer, disons, de conduire le destin du Cameroun. Décidément, vous avez beaucoup de casquettes. Ouais. Vous faites un peu aussi dans les armes, c'est ça? Oui, je ne fais pas peur. Je suis dans l'armement depuis quelques années aussi, donc ça fait quand même plus de 10-15 ans aujourd'hui. Ça ne souffre d'aucune contestation. C'était pour rappeler à mes ennemis qui disent qu'ils vont venir, ou bien aux ennemis du Cameroun qui viendront créer de l'imposture avec les armes. Je suis un spécialiste dans le domaine, donc ça veut dire qu'il faut faire très très attention. Je leur déconseille. Le Cameroun n'est pas la tribulation ou bien le singe abandonné sur un arbre. Et ça, je le fais depuis l'Hexagone, donc ça veut dire que je sais de quoi il s'agit. Bien sûr, c'est pas pour le faire peur. J'allais vous dire que c'est pas de menace que vous venez faire. Je voulais simplement leur dire que je sais de quoi il s'agit. Je sais ce qu'on appelle une mine, je sais ce qu'on appelle un appareil de déminage, je sais ce qu'on appelle Kalash. Donc ça veut dire je suis dans ce monde et je respecte la notoriété camerounaise. Vous n'êtes pas venu ici avec les armes, j'espère. Je suis toujours armé. Bon, du moins maintenant. Mais maintenant. Non, je suis toujours armé parce que j'en ai l'autorisation de l'aide. D'accord? Bon, maintenant, oui. Pour ceux qui veulent s'amuser et des galettes, même mes gars sont armés. Vous avez compris? Et c'est une autorisation légale. Vous avez compris? Ça veut dire que ceux qui vont s'amuser, parce que je suis un peu de bruit, mais pas de cacahuètes. Non, ça ne serait pas très bien. Je préfère rester dans mon camp. Et je reste un digne fils de ce pays et je respecte. Et on n'est pas armé qu'aujourd'hui, ça fait des années. On n'ennuie personne. Merci. Voilà. Bien, vous avez vu le parallèle que j'ai fait tout à l'heure avec la situation du Portugal, voilà, justement, du Portugal. Catastrophe, deuil national suite aux incendies, des incendies d'une rare violence qui ont dévasté des régions calcinées, des personnes, et avec la tragédie des écas. Là-bas, la ministre de l'Intérieur, c'est une femme. Elle a jeté l'éponge. Jusqu'à présent, le rapport est sorti depuis, mais est-ce qu'il y a un problème de culture de démission au Sud? Non, je voulais dire ceci. Ceux qui démissionnent en Europe, c'est parce que parfois, ils ne veulent pas vivre des pressions professionnelles. Et ceux qui ne démissionnent pas au Sud, c'est parce qu'ils veulent vivre ces pressions. Je voulais dire aussi, l'Afrique a sa politique. Elle est adaptée comme telle. Je souhaiterais qu'un ministre soit démissionné et non qu'il démissionne. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, c'est l'aristocratie de la culture, de la séquestration des biens publics. Quand quelqu'un est nommé, on lui impose même ce qu'on appelle une bénédiction. Et cette bénédiction va disons que par des us et arrive à un niveau. Et vous appréciez cela positivement? Mais c'est pour cela que je suis très critique pour dire que à quand le profil de compétence? À quand la méritocratie? C'est de ça qu'il s'agit. À quand le détachement avec les biens? À quand même oui, effectivement, à quand le détachement, je voulais même dire... Puisque vous avez parlé d'une séquestration, je vous le concède. Donc c'est un peu ça, donc je comprends. Donc je voulais dire, ceci en réalité, le problème qui nous gêne par exemple dans nos pays africains, c'est qu'une nomination est un avoir. Et dès qu'il devient un avoir, ça devient un acquis. Or, quand vous nommez pour servir votre pays, ce n'est pas parce que vous êtes le meilleur, c'est parce qu'on a estimé que vous avez le profil de compétence pour être là. Et un autre peut être là demain. C'est pour ça que les républiques changent de président de la République, il y a une organisation gouvernementale politique, les politiques sont pluralistes, avec plusieurs visions, c'est tout à fait normal. Mais l'Afrique, le Cameroun ou l'Afrique est donc décidément lié ou attaché à ce type d'organisation. C'est attaché aux us de ce qu'on appelle d'égoïsme en ce qui concerne la gestion des affaires étatiques. Je vais vous donner un petit exemple. Allez-y, on sort par là. Si quelqu'un peut être le directeur général de la CNPS et qu'à un moment il devient journaliste, parce qu'avant il a travaillé comme conseiller à la présidence, et quand j'ai bonne mémoire, il a été dans certains dossiers assez importants. Lui-même, il a écumé à la cellule 7, la cellule spéciale 7, à la prison centrale, pas parce qu'il était très beau, parce qu'il avait posé des actes à l'inspection générale de l'État. Je suis tout de savoir qu'on peut faire confondre un jeune journaliste, un petit frère comme Tuile, qui se bat dans son quotidien
ça veut dire que dans son tabloïd pour vivre, et il devrait normalement respecter l'éthique et le journalisme. Qu'on a brûlé la voiture d'un journaliste, on fait accroître un certain nombre de comportements. C'est pas bien. Ça ne fait pas grandir la République. Parce qu'il a dénoncé un ensemble de comportements. Pourquoi maintenant les brûlots? Pourquoi pas avant les agressions? Une voiture brûlée, ça augmente même ce qu'on appelle le statut même du journaliste. Oui, sa notoriété. Sa notoriété. Ça veut dire qu'en réalité, il est dans la bonne direction professionnelle. Et je voulais interpeller le Conseil national de la communication. Que l'application, ce n'est pas de sanctionner. C'est d'interpeller ceux qui sont les consommateurs, la masse populaire, pour leur dire que ces journalistes font ce qu'on appelle leur travail. Au moment où nous faisons l'arbitrage, c'est une très bonne chose. Mais cet arbitrage devra être soutenu par les consommateurs. Il y a un jeune journaliste, pour ne pas le citer, qui est fait dans le journal La Seine, qui a parlé d'une histoire de la Sanza, quelque chose comme ça, c'est une boîte de nuit qui était gérée, quand je mets au géré, qui était gérée par le jeune Ngecha Honoré, que j'aime bien, mais qui aujourd'hui est fermée pour 700 millions d'impositions fiscales, en dehors des d'autres démêlés. C'est des choses réelles. Maintenant, j'espère que Ngecha 700 millions d'impositions fiscales. J'espère que Ngecha Honoré va obéir au civisme fiscal. J'espère que le Conseil national de la communication a pris acte que ce journaliste a été courageux. Vous comprenez? Je voulais dire au jeune moque, c'est bien. C'est aussi ça la République. Et le cas école de Tulle qui circule dans ce qu'on appelle la grande toile n'est pas... ça fait pas grandir. C'est pas honorable. C'est pas honorable. Ça nous rentre dans la séquestration. C'est pas honorable. C'est pas du tout honorable. Je voulais indiquer que si jamais c'est venu, c'est la main criminelle vient de la petite montagne de la CNPS, je crois qu'il y a un problème sérieux. Voilà. Du moins, je crois que c'est au conditionnel aussi que vous le dites. J'ai dit si la main criminelle venait de là-bas, je crois que ça n'obéit pas aux règles d'hygiène d'une bonne cohabitation. On est sorti de là avec ce parallèle. Un autre parallèle, la Catalogne, c'est parti pour l'enfermement en principe. Le Conseil des ministres, convoqué par Mariano Rajoy, va se réunir demain. Objectif visé, déjà, Berlin soutient, Paris soutient, qu'en réalité, il faut respecter la Constitution. Les carottes sont cuites pour Carles Puigdemont. Je vous avais dit la dernière fois, quoi. Je ne réponds pas. Je crois que j'avais répondu à cette question. J'ai dit, toute imposture ne sera pas acceptée. Et le monde est organisé. Dès que le monde est structuré et organisé, si vous devenez un imposteur, vous ne respectez pas les lois, vous sortez du chariot, des lois, ou bien d'une constitution, dans une nation, sachez que vous serez violemment repris. Parce que le monde est organisé. Voilà. C'est ça, j'avais bien dit alors la précédente émission qu'il n'est pas le bienvenu. Ce n'est pas d'un loup déjà dans la boue qui est en train de s'engluer. J'espère qu'il reviendra à de meilleurs sentiments. Voilà. Alors, je proposais, pour entrer dans le sujet qui en fait secoue l'actualité, c'est dans le littoral au Cameroun et précisément à Douala. Je veux nous proposer avec les téléspectateurs, avec vous, je propose, c'est de reportages signés. Le premier, c'est Serge-Luc Didier-Nan qui nous présente l'affaire lorsqu'on parlait de marche autorisée. On le suit, on revient tout de suite. Le contexte pourrait s'y prêter autant que l'initiative. Actualité camerounaise oblige. Marche citoyenne pour la solidarité envers les populations anglophones. C'est en ces termes que le Social Democratic Front SDF résume ses activités prévues ce samedi 21 octobre 2017. La manifestation est d'abord une manifestation citoyenne et pacifique qui vise à sensibiliser les populations. Loin d'être une initiative nationale, bien qu'ayant une portée nationale, il s'agit d'une volonté de la représentation régionale SDF pour le littoral en conformité avec les textes et instructions du parti SDF. Il avait été demandé aux comités exécutifs régionaux d'organiser les manifestations dans les différentes régions à l'effet de sensibiliser les Camerounais et d'apporter du soutien
aux populations du nord-ouest et du sud-ouest. Et voici listés les objectifs, entre autres, de cette manifestation par la voie la plus autorisée du SDF à Douala 5e. C'est une marche pour expliquer aux Camerounais ce que c'est que le fédéralisme. Parce qu'on a tout fait de faire croire aux gens que le fédéralisme voulait dire division, alors qu'effectivement le fédéralisme veut dire fédérer, unir. Fédérer et unir donc, voilà peut-être qui pourrait expliquer l'entrée en scène du CPP samedi prochain aux côtés du SDF. Ce que le SDF défend dans le cadre de cette crise anglophone, il se trouve que le CPP défend aussi la même chose, à savoir le respect des libertés publiques, le respect des droits de l'homme, la protection de la vie. Et au sujet de la légalité de cette activité, l'homme politique rassure les populations. Cette manifestation a été autorisée par l'autorité administrative. Donc, les gens n'ont pas à se cacher, les gens n'ont pas à considérer que c'est une marche non programmée. C'est une marche pacifique. Une invite a également été faite aux forces de l'ordre et de sécurité. Il est question d'interpeller les forces de défense et de sécurité pour leur dire qu'à l'occasion, il faut qu'ils soient du côté de la population qui manifeste pacifiquement. Il est donc prévu un meeting au stade Omnisport, une marche vers le carrefour Bonfils, avec pour point de dislocation l'école publique d'Edo. Ils ont dit marche pacifique, gare aux fauteurs de troupes et autres ennemis de la nation, car, comme si cela datait d'hier, on a encore en mémoire les émeutes de février 2008, partie d'une marche organisée par le SDF de Nidjon Fundi. La nouvelle est tombée comme un couperet, prenant à la fois certains leaders et les militants du Social Democratic Front au dépourvu. La manifestation du SDF prévue le samedi 21 octobre 2017 à l'esplanade de l'école publique de Deido et à l'esplanade du stade Omnisport est désormais interdite. L'arrêté du sous-préfet de Douala 1er, signé le 18 octobre, a été rendu public ce 19 octobre 2017. Dans un communiqué de presse, Jean-Marie Tchakui évoque les raisons de ce revirement. Le sous-préfet de Douala 1er indique clairement qu'il a constaté la diffusion de divers tracts séditieux. Des tracts en circulation qui montrent, je cite, « Les organisateurs de cette manifestation attendent, de manière délibérée, le jour prévu s'écarter totalement de son objet pour en faire un cadre de revendication intempestible, d'appel à la haine et à la violence, voire à la révolte et à l'insurrection. » Fin de citation. L'administrateur de poursuivre en disant « D'autres partis politiques et groupes d'activité, voire des sécessionnistes, ont entre-temps fait connaître leurs intentions de se joindre aux manifestants et de saisir cette occasion pour mener des actions de provocation et lancer au peuple camerounais des mots d'ordre sans aucun rapport avec le but initial de la manifestation. » Fin de citation. Le sous-préfet de Douala 1er, Jean-Marie Tchakui, met en garde tout contrevenant à cette interdiction. C'est donc un autre revers qui suit le président régional du Social Democratic Front pour le littoral, Jean-Michel Nitieux, dont les militants clamaient de façon ostentatoire la victoire après que l'autorité ait signé l'autorisation de manifestation. C'est la deuxième interdiction de manifester à Douala après celle du 4 mars dernier. Décidément. Alors, autorisation, interdiction. Le 12 octobre, le 18 et le 19. Votre lecture, le président du Parti républicain? Je crois qu'une fois, je serai d'accord avec l'État. Rappelez-vous qu'il y a une marche, je n'ai pas pris ça comme la marche du RDPC. Le 1er octobre était un jour de rassemblement et un jour événementiel qui est dans l'histoire de notre pays. Pour l'approche ou la proximité des deux, je voulais dire, des deux régions qui se sont unies à la date du 1er octobre. Donc une date commémorative. Tout le monde pouvait se retrouver dans cette ambiance. Certains s'y sont dissociés, soit. Maintenant,
D'autres disent nous allons organiser à notre tour. Donc comme nous sommes, notre parti est dans les 10 régions, le parti républicain, quand nous on finit ici, les autres organisent au nord. Quand ceux du nord finissent, ceux du centre organisent. Mais c'est que du désordre ça. Nous sommes en pleine période pérennisée en état d'urgence. Ça a été décrété sur l'hôtel parisien. Ça n'a jamais été levé jusqu'à date parce que nous avons vu la succession des problèmes en ce qui concerne la sécurité de notre pays. Boko Haram, coupeur de route. On est arrivé aux hostilités de revendications sociales. Après, on est passé aux revendications des professionnels qui avaient le droit de citer. On a outrepassé malgré les solutions. On est retombé dans ce qu'on appelle la plainte permanente de sécessionnistes. Et fédérer veut dire fédérer pour d'autres. Ce jargon, il ne sert à rien de dire des choses qu'on ne comprend pas. Fédérer ne veut pas dire se mettre ensemble. Dans le contexte du fédéralisme, c'est la séparation des régions, des entités, pour que chacun se plaigne, chaque État devienne fédéral et que ça devienne des micro-entreprises politiques, économiques dans chaque région. Donc, il ne faut pas que les gens trompent le peuple. Maintenant, quand le social-démocratique organise la marche, pourquoi... Meeting et marche. Non, meeting et marche. Oui. Mais John Frundi n'a pas organisé à Bamenda, pourquoi? Pourquoi il n'a pas organisé à Boya? Vous répondez. Je ne peux pas, mais je m'interroge. J'interroge les téléspectateurs, peut-être eux ils savent. Alors, il n'a pas organisé à Bamenda parce que simplement il est un des imposteurs saupoudrés des actions de ce clientélisme qui est organisé à travers un certain laudateur, je voulais dire invisible. C'est pour cela, parce que ayant peur. Donc vous dites qu'il est, il est incapable. Il est impliqué dans l'organisation laudatrice de ce qu'on appelle le bourreau invisible, dont on parle d'une histoire d'Ambazonie. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, il refuse d'organiser parce qu'il trouve que ça ne répond pas aux us et aux contrats fictifs et aux cultes. Bon, soit. Celle qui est démissionnaire, la jeune, je ne sais pas comment vous l'appelez là, j'ai beaucoup d'estime pour elle, puis c'est pipi, je ne sais pas de quoi il s'agit. J'ai du respect pour ce parti politique qui a de la dynamique et de la vision. Quand on lit la rhétorique, disons que d'une manière profonde, on se dit, ils peuvent avoir des bonnes idées. Mais j'ai constaté que c'est le plaidoyer d'une jeune fille ou une jeune dame en manque d'assistance quotidienne. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Vous savez, la femme a un fonctionnement assez difficile et stable si elle n'a pas une assistance quotidienne et parfois des supports masculins. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les bureaux de CPP se trouvent à quel endroit? À Douala. Vous connaissez? Ok. Je voulais lui dire, sauf erreur, qu'elle est installée dans un lieu public, au même titre que Ekane Anissé, qui utilise la maison de son père qui a été fonctionnaire à l'époque, et cette maison lui a été dotée comme fonctionnaire, comme agent. Vous avez compris? Comme agent de fonction. Agent de fonction. Et le Manidem n'a pas de siège. L'État va reprendre ça. Voilà, ils ont commencé à m'appeler. Vraiment, je souffre avec ces gens. Bon, donc, simplement pour dire que ils ne sont pas les seuls imposteurs. J'ai entendu les gens dire ici que les gens n'ont pas de siège. Combien de Camerounais savent que le Manidem a fait ce qu'on appelle a fait dans la spoliation des biens? Je mets en défi Ekane Anissé qu'il m'apporte le titre foncier de cette et qui lui a cédé même ce titre parcelle. C'est un endroit étatiquement reconnu d'ordre public.
dans le domaine de l'État. C'est de la tricherie. Le CPP qui parle, ou bien la CPPN, elle est installée où? Au sorti de ce studio, on peut aller vérifier. On n'a pas besoin de tricher. C'est de ça qu'il s'agit. Et je suis sûr que Kani Anissé, qui était un ami, et qui est très proche de Issa Chiroma. Il était un ami, n'est plus un ami? Non, qui est un ami, je dis. Et qui est votre ami? Oui, qui est un ami, et qui est très proche de Issa Chiroma, qui voulait aussi avoir un peu de terrain du côté de Bonapiso, Bonadumba 2, dont j'ai épinglé, j'ai arrêté le Gandoura, qui était en train d'entrer dans la ruelle de la corruption. J'ai tiré, je lui ai dit, monsieur le commissaire de communication, vous ne passez pas ici. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà des prédateurs qui donnent des leçons aux gens et qui veulent dire que le pays a une certaine imposture à la tête et que les notables aux côtés ne sont pas bons. Eux-mêmes, ils sont les premiers prédateurs. Combien de Camerounais savent que le siège du Manidem est dans un domaine public et que c'est un domaine de l'État. De l'État. Je le mets en défi. Et dès aujourd'hui, je renvoie le régional du MINCAF. Allez vérifier. Vous allez voir que c'est le patrimoine étatique. Voilà des gens qui restent dans une logique de prédateur et qui se cachent dans le lobbying politique et qui disent non, on va faire des cas écoles. Il n'a même pas eu un bail amphithéotique parce que moi j'ai vérifié. C'est une ancienne maison qui appartient à un parent et ce parent a laissé sa décujus dedans, parmi lesquels les enfants et Kani et sa soeur. Personne n'en parle. Voilà des gens qui nous donnent, qui disent monsieur Biya Mosgo. Heureusement, dans quelques 30 jours, 40 jours, mon ami Kani Anissé, vous devez déménager. On revient sur la marche. Alors, voilà. Donc, la marche, il y a une querelle pour éclairer les téléspectateurs. Hein. Il y a un problème d'objectif où il y a eu un glissement d'objectif. C'est le premier élément sur lequel se fonde. Je pense que Nietzsche venait d'être notifié. Je ne fais pas des commentaires pour les commentaires. Il a été notifié par les autorités compétentes de la ville. Il n'a qu'à se lever et aller faire ce qu'on appelle de l'imposture habituelle. Nous ne sommes pas entre Kassala Femme, le quartier Bang ou bien le quartier Makea. Encore moins, nous ne sommes pas du côté d'un Kololun parce qu'on croit qu'on a le monopole de la violence. L'ordre régnant, parce que nous tous nous sommes d'abord des citoyens. Et personne n'a le droit de violer la loi. Maintenant, qu'il a été notifié, s'il vous plaît, maintenant qu'il a été notifié par les autorités compétentes, d'accord, il va asseoir une nouvelle stratégie de dialogue. Ça veut dire relancer sa requête. Le pourquoi et le comment, il peut s'appuyer sur le communiqué pour défaire cette hostilité. Que lui peut-être trouve que c'est cette hostilité. C'est ça un homme aguerri, prêt à échanger. Mais s'il estime qu'il va faire descendre les enfants de tout lui dans la rue et que lui va rester dans son bastion pour dire allez-y, allez vous faire tabasser, allez vous faire violenter, je crois que c'est une erreur. Je voulais vous dire, il a été notifié aujourd'hui. Je sais qu'il sera plus sage pour lui de s'abstenir. Je reviens parce que je vous relance. Même si, parce que les téléspectateurs veulent quand même, ils ont le droit à l'information de comprendre. Initialement, l'objectif de la marche, c'était meeting et marche pour exprimer la solidarité par rapport aux problèmes, aux souffrances que connaissent nos frères de la partie anglophone. Alors, est-ce que le sous-préfet arrive à dire qu'il y a eu glissement d'objectifs? On est parti de l'objectif initial pour un autre objectif. Quand il y a eu des hostilités entre Bouya et Baminda, pourquoi est-ce que le SDF n'a pas rendu visite, ne serait-ce qu'aux malades ou bien aux sinistrés? Mais ils ont le souci social, non? Ils aiment beaucoup le Cameroun. Ils aiment tellement la masse que quand il y a des problèmes, il faut interjecter. Est-ce que dans cet objectif, il y avait le fait d'expliquer aux Camerounais ce que c'est que le fédéralisme? C'est ce qu'on a suivi tout à l'heure dans le... Je vais vous dire que tout système politique et toute administration a ce qu'on appelle son carnet confidentiel.
Vous ne vous êtes pas posé la question que c'est le même qui a interdit la marche de l'autre côté, qui est revenu à Douala Premier, et que le même Tchakui a donné l'autorisation sous réserve. Et pourquoi est-ce que la manifestation a été, disons que la déclaration de la manifestation a été déposée très avant? Parce qu'on a 7 jours légal. Ça a été déposé le 12, je crois, quelque chose comme ça. Et cette manifestation devrait avoir lieu en réalité le 21. Pourquoi avant? Parce qu'il y a eu un certain nombre d'échanges et de tractations. Ils ont rassuré l'autorité locale que voilà, nous n'allons pas pousser le bouchon. Mais au sorti de là, ça a baigné dans les youpi, nous avons gagné. Il va falloir maintenant que nous profitions de poser un certain nombre d'actes. Deuxième des choses, le CPP n'a pas le droit de participer à cette marche, ni le RDPC, encore moins le Parti républicain. Pourquoi? C'est une marche autorisée pour une entité politique. Disons qu'au bénéfice d'une entité politique. Seule la coloration du SDF, s'il y avait une marche... Ah, donc le problème c'est le mélange. Maintenant, eux, ils sollicitent l'assistance de la population et d'autres partis. Pourquoi? C'est de ça qu'il s'agit. Si le SDF s'était resté suite aux échanges avec les autorités en place, en charge de la sûreté et la sécurité, d'accord, personne n'aurait dit ne marchez pas. Mais c'est parce qu'on va chercher le CPP. Le Manidem est en train de s'annoncer malgré son siège SDF aussi. D'autres vont venir avec des cagoules. Portez vos armoiries en tant que parti politique. Vous avez eu l'autorisation dans le contexte d'un parti politique. Ce n'est pas dans le pluralisme d'une marche de soutien populaire à l'endroit des sinistrés de Boya ou de Baminda. Mais c'est pour ça que je dis quand un enfant a été entre ABC Nkololoun, c'est de l'ancien cinéma, et qu'il s'est retrouvé au Cinécam en train de vendre les sucettes à l'époque et les lapons, il n'a pas bénéficié comme nous de jouer à l'homonerie. Vous comprenez que sa tête n'est que la tête de cagoule, entre guillemets, parce que c'est pas normal. On va pas accepter les insultes. On ne va pas accepter les insultes. Je m'adresse à qui? Bon. Je dis quand même que pour être poli, je suis prolixe. Pour vous, je dis il a la tête de cagoule. Ça veut dire simplement qu'il a cagoulé sa tête. Je ne vais pas insulter quelqu'un. C'est tout. Et quand on se cagoule et qu'on ne pense pas qu'on peut laisser un espace pour sa bouche et on ne pense pas qu'on peut ouvrir ses oisillères pour dire pour voir mieux, on ne voit que du noir. Voilà, c'est du tout. Et puis la politique c'est fait pour les politiciens et non pour... je voulais pas faire un emprunt. On va partir. Laissez-moi parler. Ouais. Pour les apprentis sorciers, je voulais un peu faire un emprunt quotidien pour dire le Cameroun, c'est le Cameroun, mais il y a beaucoup de choses à apprendre encore. Est-ce que vous, président du Parti républicain, vous voulez dire qu'ayant obtenu l'autorisation de manifestation, le SDF n'a pas le droit de faire appel à d'autres formations politiques? Ils n'ont pas ce droit. La loi est claire. La loi associative en ce qui concerne les partis politiques est claire au Cameroun. Le Parti républicain sollicite seuls les membres, ceux qui sont militants de notre parti en fonction de la déclaration on quitus. Je n'ai pas le droit de dire à quelqu'un de Manidem de venir. Je n'ai pas le droit de machin. Peut-être s'il faut une telle manifestation, il faut une demande collective. Et que ça soit plusieurs associations pour l'objectif. Et que ça soit déclaré. Et qu'ensemble, les autorités de cet environnement préparent la manifestation. Parce que quand vous sollicitez qu'il y ait une implication de notre parti, vous créez du coup de l'imposture. Et dans les règles d'hygiène et des lois de notre pays, en ce qui concerne les libertés associatives politiques, c'est comme tel. Alors si M. Nietzsche sait que le préfet qui a passé un communiqué et qui a interdit pour la seconde fois cette marche n'est pas dans la posture
réel du respect de la loi. La loi 90 donc, par ils 55. peuvent faire recours. Quelle est l'urgence qu'il y a aujourd'hui que ça se passe seulement le 21? Ça peut se passer en décembre, ça peut se passer le 1er novembre. Pourquoi pas? Il faut aller en phase. Pas juste comme démontrer que celui qui est en face de vous est de mauvaise foi. Ce que les gens ne savent pas, même quand la loi est tordue, quand elle a été votée, elle est concluante, elle est conséquente et vous devez la consommer. D'accord? Vous ne pouvez pas dire je ne respecte pas la loi parce que j'estime que elle a été mal votée dans la chambre de législature ou sénatoriale. Genre, je préfère devenir un hors-la-loi et la République vous rejette. Tout de suite, la République vous rejette. Et de suite, vous devenez un imposteur. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, à la place de celui-là, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais fait, après le communiqué, faire un autre communiqué à l'endroit des militants du SDF, ou bien repréciser en disant, monsieur le préfet, sauf cas d'improvisation, nous ne sommes pas responsables de de tracts ou des avis. Ah oui, des avis qui sont émis. Qui sont émis. Nous restons dans ce qu'on appelle le caractère institutionnel et du respect de la loi de 90. Et à cet effet, il serait probant pour vous, et nous faisons recours, que vous reveniez à le meilleur sentiment, parce que notre parti... Il ne l'a pas fait? Notre parti est légal. Maintenant, j'espère qu'il ne va pas profiter de maintenant pour aller déposer. Il ne déposera ça nulle part, parce qu'il a été notifié cet après-midi. Je vous donne cette information. Vous comprenez? Et que vous sachiez qu'il n'a rien fait jusqu'à 17h. L'administration ferme les portes à 15h30. Aucun sous-préfet ne travaille après 15h30. À quoi doit-on s'attendre à la journée de demain? La journée de demain, ceux qui iront... En ces lieux, parce qu'il y a un lieu mythique qui a été choisi. Si quelqu'un va là-bas se balader parce qu'il aime de l'air, ça va. Mais cet endroit sera sécurisé parce que l'État, à travers les institutions qui incarnent ses fonctions, est organisé, et le sous-préfet et la sécurité entière sera mise en place pour que personne ne puisse perturber le bien-être des citoyens qui habitent cet endroit, parce qu'ils ont un endroit précis, mais il y a de la population, il y a des gens qui ont leurs affaires, il y a les boutiques qui sont ouvertes, il y a une station qui est à côté. Les gens ne vont pas fermer leur activité parce que vous êtes devenu un imposteur, alors qu'on vous a dit vous n'avez pas le droit de citer à l'endroit. C'est ça qu'il s'agit. Et je voulais concourir à l'endroit de mon très cher Nietzsche, de se faire seconder par, disons, un cabinet conseil, Brent Strost, qui pourra l'aider à faire beaucoup plus dans l'applicabilité politique. Voilà. Vous faites des rapports, on peut lire vos rapports, vous êtes un peu taquin en principe. Ce que vous voulez lier là, ça peut se lier. En tout cas, partons dessus. Alors, la sécurisation du patrimoine de l'État, nous sommes le 20 octobre, nous sommes à 2-3 mois de la fin. Et nous poursuivons ce programme qui a justement pour objectif aussi de sensibiliser et peut-être d'éveiller l'attention de ceux qui sont emparés de ce patrimoine. Alors la question centrale de ce jour, c'est celle-là, pour ce côté-là, c'est à savoir la fortune, les grosses fortunes rassemblées, à qui a profité ou profite le crime. Je voulais d'abord vous rassurer que nous n'avons pas un deadline pour 3 mois, cessation d'activité en ce qui concerne la numérisation et la redéfinition du patrimoine national. Pour la bonne gouverne, pour leur dire, c'est un programme qui va se suivre, parce que l'action répressive va suivre. Et les mesures sont en train d'être prises par les institutions compétentes. Et je voulais comme ça donner beaucoup de conseils à ceux qui y habitent quand même, comme des personnes d'une bonne moralité comme Bocom. Je ne sais pas si c'est des établissements Bocom. Je voulais UNAFAM, quelque chose comme ça, qui habite derrière chez le gouverneur,
ça veut dire de Douala. Là, c'est pour le cas de Douala. Le cas de Douala. Parce que vous avez donné des statistiques dernièrement, je ne sais pas si on peut y revenir, où elles ont été mises sur un support où on peut les consulter. Oui, effectivement, tout à fait. Chacun a ça déjà peut-être sur son téléphone. Pour ceux qui ont le téléphone, c'est dans le site, ça se balade. Bon, c'était pour éveiller la conscience camerounaise, pour lui dire voilà ce que nous avons perdu à travers la spoliation, et les prédateurs sont bien connus. C'est peut-être ça qu'il s'agit. Vous avez aussi donné un chiffre en milliards. Oui, effectivement. Les évaluations sont aujourd'hui à plus de 14 000 milliards. Ça veut dire que dans les 9 provinces, et chaque province, par exemple, ici, il y a Douala, ça écume. Dans les 10 régions. Dans les 10 régions, pardon. Mais je voulais rappeler qu'à Douala, on est à plus de 750 milliards non exhaustifs. Ça a créé même un tremplin au niveau des services de la conservation. Beaucoup sont dans les cabinets des notaires qui ont fabriqué des faux titres avec un certain nombre de Camerounais, disons que spécialistes dans le domaine. Aujourd'hui, il y a des plaintes de partout. Ça fuse, chacun va au tribunal pour dire mais écoute, tu m'as vendu un terrain, moi je ne savais pas que c'était un domaine public. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Par exemple, ici à Bona Prison, j'y habite d'ailleurs. Vous savez, c'est un terrain nu qui devrait être lié à l'aérodrome. Ça veut dire que c'est un air réservé à la flotte aérienne, que ce soit mitoyen au ciel que terrestre. Vous comprenez? Il y a des zones où vous ne pouvez pas habiter. Ouais. D'accord? Bon, les gens ont construit, ils savent comment ils ont eu leur titre. En ce moment, ça fuit de tous les côtés. Et les gens, et le ministère des Affaires foncières, bien sûr, avec notre cabinet, nous sommes en train de mettre en place une méthode pour que nous puissions rendre un bon tablier. Et ceci, c'est la bataille de tous. Donc ceux qui connaissent encore les maisons cachées, quelque part, qui appartiennent à l'État, ils n'auront qu'à nous dire telle maison. C'est bien. Ça pourra ramener beaucoup de fortune pour que nous puissions... 14 000 milliards. 14 000 milliards. Ça est non exhaustif parce que la Damawa, nous n'avons pas encore publié. Est-ce que vous imaginez qu'aujourd'hui, c'est une fortune indéniable? Nous pouvons donner ça en termes de garantie de trésor. Nous pouvons donner ça en termes de garantie patronale. Vous comprenez? En termes d'insertion sociale, de l'urbanisme et de l'habitat. D'accord? Maintenant, si les gens estiment qu'ils peuvent y habiter, il y a un problème sérieux. Et dans cela, un certain nombre de Camerounais qui pensent qu'ils sont aux affaires et ils peuvent dire à leur ami M. Biya, parce qu'ils disent que le président de la République, apparemment, ils mangent des galettes ensemble chaque soir. Ah, ils mangent avec eux? Ils disent. Je mets ça entre guillemets. D'accord, ils mangent les galettes avec M. Biya, chef d'État, président de la République. Ils se sont trompés. Le dernier prisonnier qui sera arrêté dans l'histoire de la spoliation et de la prédation au Cameroun est encore en poste et c'est un ministre. Je le connais parce que j'ai le privilège de le savoir. Mais un autre, qui est un homme qui porte un grand droit, qui a pris sur son dos de spolier par exemple les entités, je voulais dire, les entités étatiques, de la direction générale du port autonome. Je n'ai pas oublié le chantier naval, vous comprenez? Et c'est de ça qu'il s'agit. Quand, par exemple, on peut vous pondre un rapport comme celui-ci, je ne quitte pas, je reste dans ce qu'on appelle la circulation du patrimoine. Oui, qui parle de quoi? Qui parle du patrimoine financier. Oui. Parce qu'on a deux systèmes. Oui. Le patrimoine financier et le patrimoine, disons que domanial. Et ça fuse à quoi? C'est ça qui crée la mastodone à travers ce que je vais appeler la philanthropie du terrorisme financier, qui est fondée sur les points d'hostilité et les points focaux aujourd'hui. Ce que les gens voient, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un financement. L'argent qui sort aujourd'hui à travers la foncière, à travers la prédation, sert à quoi? Vous répondez? Ça sert au financement pour la déstabilisation de notre pays. Ah, vous le dites? Je vous le dis, pourquoi? Parce que j'ai fait une enquête là-dessus. D'accord? Depuis des années, je me suis rendu compte que ceux qui ont des biens non justifiés et qui ont des provenances de fortune non justifiées, encore moins motivées,
C'est eux qui sont des troubles faits aujourd'hui. Vous savez pourquoi est-ce que Amadou Ali a épousé une femme Douala? Parce qu'il voulait être héritier. Vous avez les preuves? J'ai des preuves de ce que je dis. Et il sait que moi j'ai des preuves. C'est la seule chose qui est bien sur moi. C'est que je dérange avec les preuves toujours. Je vais vous lire une petite lettre confidentielle de Amadou Ali. Et que ça ne vous surprenne pas. Vous savez, je suis tout oui. C'est tout dans l'ordre du patrimoine et la protection. Voilà un ministre de la Justice. Le 3 septembre 2010, le vice-premier ministre... J'aime bien lire, excusez-moi, c'est mon style. Allez-y, le vice-premier ministre de la Justice, ça ne se dit même pas en français. Ce sont les armoiries de la Justice, c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est bien écrit. Voilà, je m'excuse. On ne dit pas le vice-premier ministre, ministre de la Justice. Voilà. On dit vice-premier ministre en charge de la justice. Allons-y dans le contenu. Non, c'est bien écrit. C'est l'État qui a écrit à travers une institution étatique. Je m'excuse parce que j'ai des ouïes très très sensibles quand la rhétorique française est écorchée. C'est sous l'ère de monsieur, l'ancien sous-préfet, appelé Tokombéré. Bon, je lis ce que je vois. Le vice-premier ministre, oh, ça me fait mal. Le vice-premier ministre, ministre de la Justice, garde des Sceaux, à monsieur le ministre délégué à la présidence, chargé du contrôle supérieur de l'État. Vous voulez voilà, ce document-là. Il faut que le caméraman, la caméraman... C'est une dame qui est aux affaires aujourd'hui. Je m'excuse si je vous parle. J'espère que c'est 2 pages. Après le cadrage, on va évoluer avec la lecture rapidement. Voilà. J'espère qu'on ne va pas couper là-bas en haut. Hein, parce que je ne veux pas entendre la petite musique habituelle. Allons-y. Voilà. Il faut gagner en temps. Voilà, ok. Alors... Le vice-premier ministre de la Justice, garde des Sceaux, à monsieur le ministre délégué à la présidence de la République, chargé du contrôle supérieur de l'État. Bon, c'est vrai, il y a trop de fautes dans la lettre, mais je vais... Allons-y dans le contenu. Voilà, ok. Objet, sanction infligée aux inspecteurs d'État, référence pas de correspondance. Les références de cette lettre, c'est le numéro 538, CFKV PM MJGDS. J'espère que le ministre Laurent Esso pourra jeter un coup d'œil dans ses annexes là-bas pour voir si c'est pas bien ça. Objet sanction infligée aux inspecteurs d'État, référence pas de correspondance antérieure, ce qui ne se fait pas dans une lettre administrative. Bon, j'ai l'honneur apporté à votre... C'est écrit, hein? Il y a trop de fautes, excusez-moi. Allons-y dans le contenu. J'ai l'honneur à apporter à votre connaissance que mon attention a été attirée par des sanctions infligées à certains inspecteurs d'État pour violation des principes déontologiques liés au déroulement des missions mobiles du contrôle supérieur de l'État et dans le cadre de l'expertise judiciaire et la collaboration avec le parquet effectué au port autonome de Douala-Pate pendant la période 2006-2009 est publié dans le quotidien Cameroun Tribune numéro 96-97 -58 du 25 août 2010, page 4. À l'analyse, ces sanctions découleraient de l'expertise judiciaire et de la collaboration avec le parquet. C'est un français un peu très approximatif, excusez-moi. Puisque ça me dérange. Bon. Allons-y. Bon, avec le parquet, dans la procédure dite de l'affaire, port autonome, suivi par le procureur de la République près le tribunal de grande instance du Vouri, magistrat instructeur à l'époque, puis par le tribunal de grande instance du Vouri. La cour d'appel du littoral est actuellement pendante à la Cour suprême. Ça sort d'un cabinet du ministre. À cet effet, j'ai saisi le procureur général près la cour d'appel du littoral pour d'amples renseignements. Dans son compte rendu, ce haut magistrat affirme que son parquet général n'a pas eu à dénoncer quelques indélicatesses, que ce soit de la part des inspecteurs d'État, qui, dans le cadre de la procédure suivie contre
Sieur Siam Siewe et autres ont été d'un précieux concours, surtout face à la tiédeur des responsables du PAD. S'il leur est reproché une violation des principes déontologiques en rapport avec la dite collaboration, il y a lieu de se demander si les inspecteurs d'État avaient le pouvoir de refuser de répondre aux questions qui leur ont été posées devant la barre, alors et surtout qu'ils avaient été désignés par la haute hiérarchie pour effectuer l'expertise demandée par la justice. Faux. Non. Il y a un inspecteur. La lettre est terminée? J'ai pas fini. Il y a un inspecteur qui a été même nommé, qui était dans le contrôle du port autonome. Je ne veux pas, vraiment, je ne comprends pas. Hein. Vraiment, le pays, c'est compliqué. Évoluons. Ok. Surtout qu'ils avaient été désignés par la haute hiérarchie, par leur haute hiérarchie pour effectuer l'expertise demandée par la justice, a-t-il ajouté. La lettre devient un commentaire et au même moment on fait des administrations. J'espère que le président de la République là-bas à Genève va voir comment je lis. Hein. C'est terrible ça. Gagnons en temps. Je ne sais pas comment vous en sortez dans ce village. En tout état de cause, poursuit-il, ces sanctions tombent au moment où, dans le cadre d'une procédure, affaire chantier naval et industriel du Cameroun Sienic contre Zacchaeus Mungwe Fonjindam, d'autres inspecteurs d'État s'efforcent de démontrer que le document reproché aux accusés n'est pas établi, alors que les conclusions du commissaire aux comptes adressées au parquet sont claires et ne souffrent d'aucune ambiguïté. Le procureur général estime que ces sanctions, embarrassantes d'autant plus qu'elles sont diffusées dans la presse, au même titre que les déclarations des autres inspecteurs d'État, je savais que la petite musique va arriver. Si d'issue évoquée est à la même période, ceci pourra créer la confusion dans les esprits et donner l'impression qu'il existe un rapport entre l'affaire du PAD et l'affaire du SNIC. Les inspecteurs d'État sanctionnés étant mauvais, alors que les autres sont meilleurs. La diffusion de ces sanctions à ce moment précis pourra faire penser que le mauvais travail des inspecteurs d'État sanctionnés a été à l'origine des condamnations prononcées contre les accusés dans l'affaire du PAD et que ceux qui aujourd'hui clament l'innocence des accusés dans l'affaire du SNIC ont raison d'éviter de suivre leur exemple. Le procureur général conclut que cette coïncidence pourrait influencer le cours de procès. Je fais mienne l'analyse de ce magistrat et reste attentif à toute information que j'aurai utile de me communiquer dans le cadre de cette procédure. Signé Amadou Ali. Donnez-moi la lettre. Mais, vous commentez. Mais laissez-moi parler. Oui, allons-y rapidement. Je veux vous dire. Pourquoi vous êtes pressé comme ça? Non, c'est que vous prenez beaucoup de temps. Non, voilà. Voici un monsieur qui dit ici. Ça veut dire que pendant que le procès est en cours, oui, le ministre de la Justice s'autorise d'écrire à une entité qui a fait une expertise, qui est le Conseil supérieur, hein, c'est-à-dire, ça veut dire que, qui fait dans ce qu'on appelle de l'État, d'accord, qui est l'organe suprême, au-dessus des cabinets d'expertise agréés auprès des tribunaux. Et celui qui fait même cette contre-expertise sort de la prison. Parce que dans l'histoire de, comment on l'appelle, le gars qui se retrouve dans une banque, je sens venir, Edou, on l'avait épinglé, il a fait quelques mois en prison. Alors au sortir là, on lui dit, monsieur va écrire sur l'histoire des Zacchaeus et autres, que monsieur, ils ont volé. Ne prenez pas en compte que l'inspection générale de l'État, qui est l'organe suprême d'expertise, a fait ce qu'on appelle une contre-expertise suite. Donc il y a un problème de trafic d'influence. Il y a un problème de trafic. Voilà comment les Amadou Ali enfermaient les gens. Voilà votre pays. Demain, quand ça va déclencher, vous allez dire que non, les gens sont mauvais. Pouvoir, je vous dis. Fini de commenter, on est vers la fin. Voilà. J'avoue que vous avez pris beaucoup de temps. Donc, non, je n'ai pas pris du temps. Oui. Voilà un document, par exemple, qui est palpable. Parce que vous voulez le voir. Je sais que vous avez des amitiés avec Amadou Ali, ça ne me gêne pas du tout. Voilà le document. Je ne vous donne pas la copie, mais regardez avec les yeux. Si vous voulez vous lui apporter, vous lui ramener. Alors ça veut dire qu'il y a Voilà comment on enferme les Camerounais. Et tu sais ce qu'on a dit? Que
Paul Biya a donné les ordres qu'on enferme quelqu'un 2 fois dans une même affaire. Il est condamné à vie. Il est condamné à 12 ans, revenu à 15 ans, revenu à 10 ans. On est vers la fin de ce programme. Et je dis ici, j'interpelle le président de la Cour suprême, qui connaît cette affaire étant à Douala comme magistrat. J'attends Paul Biya, président de la République, d'accord, pour vous dire, en ce moment, j'ai pris sur mon dos d'informer d'abord le chef de l'État. Parce que c'est inadmissible que dans une réunion préparatoire au premier ministère, que Amadou Ali dise à Zakaïs que « Monsieur Zakaïs, vous êtes assis sur 250 milliards. Vous ne nous avez pas donné nos quotes-barres. » Je cite l'ancien directeur général. Laissez-moi parler, monsieur. Oui. Je cite l'ancien directeur général de la DGRE, Belabout, et d'autres ministres qui étaient là. Vous dites à un directeur général que vous êtes assis sur l'argent, vous ne voulez pas, alors que c'est l'argent d'une institution internationale. Merci. Et aujourd'hui, ça fait quoi? Ça a bloqué le projet du CENIC. On est en train de mettre les gens dehors parce que on n'a pas voulu que quelqu'un travaille. Merci. Voilà, et pour chuter, je vous le dis. Définitivement, on a terminé. Chief Enoni qui était dans le coup est où? Il est en prison. Point d'interrogation. On va revenir prochainement. Et vous voyez comment Dieu fait? On va revenir. Et lui, il est jugé pour une histoire très compliquée. Oui, merci. On vous a compris qu'il y a un mélange entre patrimoine financier et patrimoine domanial. Voilà. Merci d'être venu avec vos grands coups de gueule. Et là, on a un document, ça c'est aussi vrai. Mais on va vers une nation où les vérités doivent être dites, mais de manière apaisée. Madame, monsieur, c'est terminé pour aujourd'hui, pour cette édition de Le Monde ce jour. On va se retrouver lundi prochain pour d'autres éditions. Le Monde ce jour. À 19h, le journal en Boufoulde, 19h15 en Pidgin, à 19h30 fermeture de kiosque à 20h. Le journal en anglais à 21h, le journal en français. Madame, monsieur, bonsoir.